but our defense and military networks are under constant attack. Al-Qaeda and other terrorist groups have spoken of their desire to unleash a cyber attack on our country. Aux attaques informatiques, j'ai décidé de doter pour la première fois la France de capacités défensives et offensives qui concerneront aussi bien toutes les administrations que les services spécialisés et les armées. À en croire Nicolas Sarkozy et Barack Obama, le piratage informatique ne concerne plus seulement nos cartes bleues. Il met aujourd'hui en péril la sécurité des plus grandes puissances mondiales. Selon un général américain, le Pentagone serait l'objet de 6 millions de tentatives d'attaque chaque jour. Un chiffre invérifiable qui alimente tous les fantasmes, mais qui se nourrit d'une réalité. La guerre se joue aussi désormais dans le cyberespace. Tout a commencé en 2007, en Estonie. Capitale, Tallinn. Le pays fait aujourd'hui partie de l'Union européenne. Mais jusqu'en 1991, c'était une république soviétique. Sur les bords de la mer Baltique, la capitale a des allures provinciales. Et pourtant ici, plus que partout ailleurs, on est adepte des nouvelles technologies. Le high-tech y est devenu un art de vivre. 1 400 000 habitants votent par Internet. Réaliser ces opérations bancaires en ligne est une habitude. À Tallinn, on paye le parking avec son téléphone mobile. Le gouvernement local a même banni le papier du Conseil des ministres. Et Skype, le logiciel qui permet de se voir et de se parler d'un bout à l'autre du monde, a été développé par des Estoniens. Mais il y a 3 ans, cette belle vitrine high-tech a bien failli voler en éclats, pour des motifs politiques. Le 27 avril 2007, le gouvernement estonien décide de déplacer une statue du centre-ville vers un cimetière militaire de banlieue. Cette statue en bronze d'un soldat russe symbolise la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Détail important, 1 Estonien sur 4 est d'origine russe. Et cette communauté ne va pas du tout apprécier cette initiative du gouvernement. Le ministre de la Défense estonien, Jacques Aaviksoo, témoigne de l'animosité historique des deux pays. Nous avons du respect pour les soldats de l'armée rouge qui sont tombés en combattant les nazis. Mais en revanche, nous ne ressentons aucun respect à l'égard des Russes qui ont occupé les 3 pays baltes pendant plus de 50 ans. La statue à peine déplacée, de violentes émeutes éclatent à Tallinn. Ce sont les premières de l'histoire de la jeune République balte. La minorité russe s'engage dans une bataille rangée avec les forces de l'ordre. Bilan, 2 nuits de violence, 1 mort, 1 millier de blessés, 200 personnes arrêtées. C'est au lendemain de ces émeutes que le conflit entre le gouvernement estonien et la communauté russophone va se trouver un nouveau champ de bataille inédit. Internet. Je commençais à peine à lire les nouvelles du jour sur Internet, quand subitement, la connexion avec le journal s'est interrompue. Je n'avais plus accès à ce site. Alors j'ai tout de suite appelé le journal, et ils m'ont dit qu'ils subissaient une attaque. J'ai alors été informé que plusieurs sites Internet publics et privés, ainsi que celui du ministère de la Défense, subissaient une violente cyberattaque. Les uns après les autres, les sites Internet estoniens deviennent inaccessibles. La messagerie du Parlement est même bloquée pendant 12 heures. Les sites des journaux sont pris pour cible, tout comme ceux des grandes administrations et des banques. Ici, 99% des transactions financières se font en ligne. Pendant quelques heures, l'Estonie est virtuellement coupée du monde. Au centre chargé de la sécurité des réseaux informatiques, c'est la panique. Anto Veldre fait partie de l'équipe qui tente alors de remettre en marche les connexions Internet du pays. En premier lieu, celle des banques. Certaines banques ont stoppé leurs paiements par carte. Ils ont pensé que la situation pouvait être dangereuse. Cela signifie qu'il était devenu impossible de payer par carte bancaire. Anto et son équipe du centre d'alerte tentent d'analyser l'attaque qui vise le pays. En fait,
l'Estonie est victime de ce que l'on appelle une attaque par déni de service. À l'instigation de pirates, des milliers d'ordinateurs à travers le monde sont venus saturer les réseaux informatiques estoniens. Il y avait des attaques assez simples, d'autres plus complexes, certaines même très sophistiquées. Comme si quelqu'un cherchait vraiment à entrer au plus profond des serveurs pour les mettre hors service. J'ai comparé ce cyberblocus à un blocus naval traditionnel. Car vos accès sont fermés, il n'y a aucune circulation, personne ne rentre, personne ne sort, vous êtes coupé du monde. Très vite, les autorités estoniennes vont chercher des coupables. 4 jours après le début des attaques, révélation du journal télévisé. Venemaa on kuulutanud Eestile kübersõja. Välisminister Urmas Paeti teatel rünnatakse Eesti riigiasutuste ja meediakanalite internetilehekülgi otse Venemaa presidendi Vladimir Putini kantseleist. Meie seisukohalt on tänaseks Euroopa Liit sattunud rünnaku alla. Mul on ka väljavõtted nendest IP-aadressidest, kust on rünnatud Vabariigi presidendi kantselei kodulehekülge, nii et huvilistel on võimalik need koopiad siit saada ja lugeda, kust need ründed on pärit. Des adresses informatiques brandies comme des trophées. La presse internationale se rue sur le sujet et en fait ses gros titres. Les autorités russes sont pointées du doigt. Dans un premier temps, elles vont nier toute implication. Selon elles, de simples données informatiques ne peuvent constituer une preuve de quoi que ce soit. Mais l'intervention d'un officiel russe va relancer la polémique en 2009. Le 3 mars, lors d'une visioconférence sur la guerre de l'information, organisée avec des responsables politiques russes et américains, Sergueï Markov, un proche conseiller de Vladimir Poutine, jette un pavé dans la mare. En ce qui concerne les cyberattaques contre l'Estonie, ne vous en faites pas. C'est mon assistant qui les a lancés. Je ne vous dirai pas son nom, sinon il risque d'avoir des problèmes de visa. Député à la Douma, le Parlement russe, et collaborateur de Vladimir Poutine, Sergueï Markov n'est pas le premier venu. Sur ces images, il semble avouer son implication et celle de la Russie. Est-ce une provocation ou bien une bourde? Nous nous sommes rendus à Moscou, à 2 pas de la place Rouge, au Parlement russe, pour rencontrer cet homme, très proche du pouvoir suprême. Non, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas utilisé les bons mots. J'ai parlé en anglais et ce n'est pas ma langue maternelle. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça a été fait par des groupes de gens qui savaient ce qui se passait entre les deux pays. Et si vous voulez tout savoir, cet assistant n'est pas vraiment mon assistant. En fait, c'est quelqu'un qui m'aide à organiser des événements quand j'ai besoin de faire venir des jeunes militants. L'homme est apparemment adepte du double langage. Son assistant, en revanche, ne se cache pas d'avoir participé à l'opération Estonie. Il s'appelle Konstantin Goloskokov, il a 23 ans. Nous l'avons rencontré dans le local de son mouvement politique. Car Konstantin est membre des Nachi, une organisation de jeunesse pro-Poutine. Elle n'avait pas hésité à bloquer l'ambassade d'Estonie pendant le conflit entre Tallinn et Moscou, allant même avec ses camarades jusqu'à pénétrer par la force dans l'ambassade estonienne à Moscou, pour interrompre la conférence de presse de l'ambassadeur. Aujourd'hui, le jeune homme revendique avoir participé aux attaques sur le net, même s'il joue lui aussi sur les mots. Dans une interview, on m'a demandé si j'avais pris part à une cyberattaque. J'ai répondu non. J'ai dit que j'avais participé à une action de cyberdéfense du droit à la mémoire des combattants de la Grande Guerre patriotique. Je ne sais pas personnellement ce qu'en pense Poutine, mais à propos de Markov, après notre action, je l'ai tout de suite appelé au téléphone pour qu'il porte à la connaissance de l'opinion publique que c'était nous qui avions agi et ce qu'on avait fait. À entendre le jeune militant,
le conseiller Markov n'aurait pas commandité directement la cyberattaque contre l'Estonie. Il l'aurait en revanche fortement encouragée. Les jeunes ne sont pas aussi regardants avec la loi que nous le sommes, nous, en tant que députés. En tant que membres du Parlement, nous nous devons d'être rigoureux quant à nos actions. Nous devons respecter strictement les lois. Les jeunes, eux, ils peuvent prendre beaucoup plus de liberté. Je crois que c'est un philosophe français qui disait « Si quelqu'un n'est pas révolutionnaire à 20 ans, c'est qu'il n'a pas de cœur. Si quelqu'un est révolutionnaire à 50 ans comme moi, il n'a pas de cerveau. Donc moi j'ai un cerveau, eux ils ont du cœur. » Estoniens contre Russes en 2007, c'est la première cyberbataille identifiée. La première d'une longue série. En août 2008, la Russie et la Géorgie s'affrontent pendant 8 jours en une guerre éclair. Tandis que les chars attaquent sur le terrain, les pirates russes, encore eux, s'activent sur la toile. Ils bloquent le site du président géorgien Saakashvili et brouillent pendant plusieurs heures les communications de l'état-major. Tout le système de commandement du pays est paralysé. Au Proche-Orient, en marge du conflit entre Palestiniens et Israéliens, les deux camps s'affrontent sur Internet. C'est ce qu'on appelle le djihad numérique ou la web tifada. Les partisans des deux camps attaquent presque quotidiennement les sites de l'adversaire pour les mettre hors service. En janvier dernier, on a soupçonné le gouvernement chinois d'avoir encouragé, voire organisé, un piratage de grande ampleur du moteur de recherche américain Google. Selon les dirigeants de la société, les pirates cherchaient à pénétrer dans les comptes mail de militants chinois des droits de l'homme. Pékin a bien entendu nié être pour quoi que ce soit dans cette cyberattaque. Dernier exemple en date, en 2008, des pirates auraient visé le CENTCOM, le centre de commandement américain au Proche-Orient. Basé au Qatar, il supervise toutes les opérations militaires en Irak et en Afghanistan. Une simple clé USB, introduite dans un ordinateur portable, aurait permis aux pirates de s'emparer de documents militaires confidentiels. Il y a tout juste un mois, un officiel américain confirmait pour la première fois cet épisode. Selon le Pentagone, cette attaque constitue la plus grande violation d'ordinateurs de l'armée américaine de tous les temps. Des menaces face auxquelles la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton semble un peu démunie. Countries or individuals that engage in cyber attacks should face consequences and international condemnation. In an internet-connected world, an attack on one nation's networks can be an attack on all. L'ordinateur est désormais une arme de guerre, et pas seulement entre les États. C'est aussi devenu un instrument de répression politique pour les dictatures. Téhéran, capitale de l'Iran. 12 juin 2009. Mahmoud Ahmadinejad est réélu président de la République islamique. L'opposition, avec Hossein Mousavi à sa tête, conteste la légalité du scrutin et dès le lendemain, descend en masse dans les rues de Téhéran. C'est le début du mouvement vert. Les nouvelles technologies vont y jouer un rôle essentiel. Tout est filmé par les manifestants avec leurs téléphones portables et les vidéos amateurs font le tour du monde. Mais pas seulement. Ce qui est au départ une classique guerre des images va dégénérer en une cyberchasse à l'homme contre l'ennemi intérieur. Ce qui met le feu aux poudres, c'est cette image. La mort d'une jeune manifestante, Neda, touchée par la balle d'un sniper. Les images sont terribles. Un opposant iranien parvient à les faire sortir du pays via Internet. Grâce à Facebook et Twitter, elles font le tour du monde. Et les plus grands médias de CNN à la BBC les reprennent à leur compte. Tristan Mendes France, un Français, a été un des relais de l'information. Selon lui, elles ont contribué à déstabiliser un temps le régime iranien.
Ça, c'était le jour de son décès, le 20 juin. Le lendemain, les premières manifestations qui se tenaient à Téhéran scandaient déjà Neda. Neda était déjà devenue une icône. Face à ces images et à ces informations qui lui échappent, le régime iranien réagit. Il fait tout pour perturber les communications de ses opposants. À Paris, au siège de la chaîne de télévision France 24 en juin dernier, Julien Pain est responsable des nouveaux médias dans la chaîne. Depuis le début des événements d'Iran, il a le plus grand mal à échanger informations et images avec les opposants sur place. Elle est là. On va essayer. Ce jour-là, Julien essaie de se connecter avec une jeune militante. Il voudrait réaliser une interview en direct pour la poster ensuite sur le site de la chaîne. Ok. Donc là, elle me dit que elle peut pas. Elle me dit que le débit internet est extrêmement lent. Ça c'est avec l'Iran, malheureusement c'est très souvent. Elle n'arrive pas à se connecter à Google Talk, donc Google Images, de cette façon. Donc elle va essayer de me contacter par Yahoo, qui semble aujourd'hui plus facile à atteindre et par lequel elle me dit qu'on va peut-être pouvoir se parler. Donc on va essayer. Mais c'est vrai que quand on bosse avec l'Iran, c'est tout le temps. Donc ça marche pas comme ça. On nous vire et on nous vire par la porte, on essaie de rentrer par la fenêtre. Ça marche toujours comme ça. Donc là, je lui réponds et je vais lui demander si on peut se retrouver sur Yahoo. L'interview en direct ne sera pas possible ce jour-là. Mais après 10 heures d'efforts, la jeune femme parviendra tout de même à lui envoyer une vidéo enregistrée par Internet. Quand je vais dans la rue pour crier et protester, il s'agit de manifestations non organisées. Les gens descendent dans la rue, mais il n'y a aucune garantie qu'on ne se fasse pas tirer dessus. Très vite, le gouvernement iranien ne va pas en rester là. Réduire l'accès au net ne suffit pas à museler l'opposition. Le mouvement vert multiplie les messages et les appels à la liberté. Alors le régime des mollahs s'aguerrit et emprunte aux pirates leur technique de cyberattaque. Sur le net, j'ai vu le régime iranien commettre des actes de cyberguerre ou de cyberguérilla. Le régime a utilisé le réseau pour attaquer des sites de l'opposition iranienne. J'ai un exemple en tête. Il y avait un site du régime iranien qui avait caché dans sa page internet 2 lignes de code qui attaquaient 2 sites de l'opposition. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on allait sur ce site du régime, sans savoir, on envoyait 2 petites attaques sur 2 sites d'opposition. Au point que ces 2 sites d'opposition ont été coupés pendant plusieurs semaines, pendant les élections, un peu après les élections. Plus machiavélique, des informaticiens du gouvernement vont se faire passer pour des opposants sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, dans le but de démasquer les militants verts. Reza Valizadeh, 35 ans, était l'un d'eux. Aujourd'hui réfugié en France, il était jusqu'en juin 2009 journaliste pour une grande chaîne iranienne. En marge de ses activités officielles, il tenait un blog indépendant et relayait des informations vers les médias étrangers. Il était une sorte d'agent double. Après quelques semaines, il s'est fait démasquer. Comme de nombreux opposants ou suspects, c'est un virus espion qui lui a été fatal. Je chattais avec une personne, elle aussi en poste dans un organe officiel, un organe du gouvernement, quand on m'a envoyé le virus. Mon interlocuteur m'a tout de suite dit de ne pas cliquer sur le lien, mais c'était déjà trop tard. J'avais cliqué. Et pendant une semaine, le virus a fait son travail. Il subtilisait et transmettait toutes les informations de mon disque dur à des adresses que je ne connaissais même pas. Sur le point d'être arrêté par la police, Reza n'aura d'autre choix que de fuir le pays par la frontière turque et de rejoindre la France. Les autorités iraniennes ne se cachent pas le moins du monde de ce piratage à fin de flicage. Sous l'autorité du guide suprême, Ali Khamenei, ce sont les gardiens de la révolution, les Pasdaran, qui ont créé la principale structure de cyberguerre, le cybercommandement des gardiens de la révolution. Il y a même un site internet, il s'appelle Gerdab, cela signifie tourbillon. À l'ONG Reporters sans frontières, on suit de près les activités du gouvernement iranien sur la toile. Lucie Morillon,
responsable de la censure du net à RSF, connaît bien ce cybercommandement des gardiens de la Révolution. Leur rôle, c'est de surveiller ce qui se passe en ligne, c'est de censurer ou d'ordonner en tout cas à l'agence de télécommunications iranienne de mettre en place des filtres, d'ajouter des listes de mots-clés ou des listes ou des adresses URL à la liste de sites bloqués. Tout ça pour justement assurer un meilleur contrôle au jour le jour. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose de très réactif qui s'adapte souvent à l'actualité. En mai dernier, un haut gradé des passes d'Aran se vantait même du savoir-faire acquis par les pirates du gouvernement iranien et déclarait que l'Iran avait créé la deuxième plus puissante cyberarmée au monde. À côté de cette armée de pirates officiels, il existe une autre armée, une armée de l'ombre. Elle se fait appeler l'Iranian Cyber Army. Personne ne sait exactement qui se cache sous ce nom. Mais sur Internet, elle laisse des traces de ses exploits. Son plus gros coup, en décembre dernier, elle parvient à mettre hors service Twitter pendant quelques heures. Face aux attaques des pirates pro-gouvernementaux, le mouvement vert mobilise lui aussi des pirates en renfort, à l'étranger. C'est à qui aura les méthodes les plus sophistiquées pour paralyser le camp d'en face. Là, par exemple, on va faire une attaque en direct contre Fars News. Fars News, qui est donc un site officiel qui dépend de l'État iranien. Donc on met cette adresse de ce site et on lance le petit programme. Et ce que ce programme fait, c'est qu'il envoie toutes les X secondes une requête à ce site. Et l'idée, c'est que si on est des milliers à le faire au même moment, eh bien on bloque Fars News. La guerre se déroule sur la toile, mais elle n'est pas sans conséquences dans le monde réel. En mars dernier, lors d'une opération de police, les gardiens de la Révolution ont arrêté physiquement des blogueurs d'opposition. 30 personnes au total. Mais aujourd'hui, il n'est même pas besoin d'être un militant organisé pour risquer d'aller en prison en Iran. Même dans le cyberespace, chacun laisse des traces. Les réfugiés iraniens nous disent qu'une des premières choses qu'on demande à quelqu'un qui se fait interroger à la frontière iranienne, c'est souvent quel est ton mot de passe sur Facebook, pour accéder à son profil et voir si la personne s'est livrée ou non à des activités de dénonciation du gouvernement. Donc le mot de passe de Facebook en Iran vaut cher. Aujourd'hui, le calme règne dans les rues de Téhéran. Sur la toile, les escarmouches, elles, n'ont jamais cessé. Des millions d'Iraniens, derrière leur écran, n'attendent qu'une occasion pour ressortir manifester. En France, un responsable de la Défense nationale a admis en 2007 que certaines administrations et ministères ont déjà été attaqués par des pirates. Impossible en revanche d'obtenir la moindre information précise et concrète. La cyberguerre est une guerre secrète.